Nous avons envie de croire qu'il y a une raison à tout. Que tout ce qui nous entoure peut être expliqué, y compris les phénomènes les plus étranges et les plus surprenants. Mais certaines choses dépassent pourtant notre entendement. Au-delà de l'océan Pacifique, une mystérieuse découverte menace de changer tout ce que nous croyons savoir de l'histoire de l'Amérique. Les explorateurs chinois ont-ils atteint les côtes américaines bien avant Christophe Colomb? Suite à une transplantation cardiaque, un homme subit une fascinante transformation et adopte la personnalité de son donneur. Serait-ce la version moderne de Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Un homme défie les éléments de la nature. Frappé 6 fois par la foudre, il est encore en vie. S'agit-il d'un paratonnerre humain? Les plantes possèdent-elles d'étranges pouvoirs leur permettant de lire dans nos pensées? Sont-elles des êtres sensibles avec des intentions maléfiques? La logique de la science et la persévérance des chercheurs nous permettront-elles de percer ces mystères? Ou bien sommes-nous condamnés à nous poser la question: est-ce bizarre ou pas? Qui a découvert ce que sont aujourd'hui les États-Unis? La plupart des gens répondraient Christophe Colomb. Mais peut-on imaginer que quelqu'un d'autre l'ait devancé de plusieurs siècles? Ils avaient des bateaux bien plus gros que ceux de Christophe Colomb. De mystérieuses pierres taillées découvertes au large des côtes californiennes pourraient remettre l'histoire en question. Je n'avais jamais rien vu de tel. Et si ces pierres prouvaient que les Chinois ont battu Christophe Colomb dans la course au Nouveau Monde? Bob Maestrel plongeait au large de Palos Verdes, au sud de la Californie, quand il a fait une étrange découverte. J'adore plonger. C'est chaque fois l'aventure. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Je ramassais des coquillages pour un vieil ami collectionneur quand je suis tombé sur 2 grosses boules avec un trou au centre. Qui a bien pu faire ce trou? Je n'avais jamais rien vu de tel. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Personne ne le savait vraiment. Les pierres ne ressemblent en rien aux objets naturels que Bob a déjà vus. Croyant qu'elles sont d'origine humaine, il les photographie et envoie les clichés à des spécialistes en archéologie sous-marine. Selon eux, il s'agirait d'une encre de bateau. En effet, les pierres ont fait office d'encre pendant plus de 4000 ans. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains de l'Antiquité utilisaient tous des pierres creuses ou trouées pour immobiliser leurs navires. Ces encres de pierre ont été remplacées avec l'avènement du fer et de l'acier, et les Européens qui ont atteint la côte californienne en 1542 utilisaient sans doute déjà du métal. Alors, d'où peuvent bien venir ces encres de pierre? Je m'intéresse aux pierres de Palos Verdes depuis, je dirais, une 40aine d'années. Larry Pearson est un spécialiste en archéologie sous-marine. La forme des encres de pierre, trouvées au large de Palos Verdes, s'apparente aux encres traditionnelles qui ont été utilisées pendant très longtemps en Chine. Les Chinois sont passés des encres de pierre aux encres de métal il y a environ 600 ans. Si les encres de Bob remontent à aussi loin, elles pourraient nous amener à revoir toute l'histoire américaine. Elles indiqueraient que les Chinois étaient en avance de plus d'1 siècle sur Christophe Colomb. Une théorie contestée. Il y a quelque chose d'absolument fantastique à propos de ces encres. Mais contrairement à certains, je ne crois pas au conte de fées. Larry Pearson a une autre théorie moins fantaisiste. Il pense que ces pierres viennent de l'ère moderne. La théorie la plus plausible pour expliquer la présence de ces pierres à cet endroit précis est celle des bateaux de pêche chinois du 19e siècle. Selon Larry, des pêcheurs modernes utilisaient encore la pierre, moins chère et plus disponible.
Au 19e siècle, les pêcheurs chinois de Californie utilisaient des ancres de pierre, comme c'était le cas partout en Chine depuis des milliers d'années. Mais Bob Meistrel n'est pas convaincu par cette théorie. Certaines ancres, toujours tapies dans les profondeurs, pèseraient plus d'1 tonne. Un poids que les bateaux de pêcheurs immigrants n'auraient pas pu supporter. Certaines qui sont encore au fond doivent peser dans les 1500 kilos et d'autres, encore plus imposantes, à 18 mètres de profondeur, doivent faire plus de 2 tonnes. Pour le prouver, il envoie des plongeurs chercher l'une de ces pierres géantes. Bob et son équipe remontent une énorme ancre de pierre de près de 500 kilos. Un petit bateau de pêche du 19e siècle aurait-il pu transporter une ancre aussi lourde? L'historien amateur Hsu Long Lee étudie les pierres depuis des années. Il a une explication encore plus incroyable. Selon lui, il s'agirait de l'ancre d'une flotte du 15e siècle commandée par l'explorateur chinois Chang He. Vous savez, les Chinois de l'époque de Chang He en savaient plus sur le monde que tous les cartographes européens réunis. La flotte de Chang He s'est rendue en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est. Certains pensent même qu'elle aurait atteint l'Atlantique en passant par la pointe sud de l'Afrique. Mais M. Lee pense que Chang He est allé encore plus loin. Chang He a quitté la Chine vers l'ouest pour traverser l'océan Indien, l'Atlantique, puis le Pacifique avant de rentrer chez lui. Monsieur Lee croit que les Chinois ont atteint les Carolines et ont établi un contact avec la population locale. Si cette hypothèse controversée est vraie, cela voudrait dire que les Chinois ont découvert l'Amérique avant les Espagnols et Christophe Colomb. Ces théories sont appuyées par un élément. Une carte qui aurait été tracée par Chang He au XVe siècle et qui contiendrait des descriptions détaillées des Indiens d'Amérique. Devons-nous réécrire l'histoire de l'Amérique? Pas selon l'historienne Jennifer Purtle. Les marins chinois n'avaient pas d'expérience de navigation en mer. Madame Purtle ne croit pas que les Chinois aient pu parcourir les océans au XVe siècle. Les Chinois avaient l'habitude de naviguer d'un point de repère côtier à un autre et ils ne savaient pas comment négocier les courants et les vents. Je vois donc mal comment, avec aussi peu d'expérience du large, ils auraient pu réussir une telle traversée. Selon M. Lee, d'autres éléments prouvent que Chang He aurait traversé l'Atlantique, notamment un mystérieux médaillon de laiton découvert en Caroline du Nord, près de la route que les Chinois auraient empruntée. Ce médaillon de laiton est l'un des principaux éléments de preuve. L'inscription gravée dessus a tout de suite attiré mon attention. C'est indiqué « Le grand Ming Changde », autrement dit, l'empereur qui commandait l'amiral Chang He. Personne ne connaît l'âge exact de ce médaillon ni son origine. Mais selon M. Lee, le contact avec la culture et la technologie chinoise aurait laissé d'autres traces visibles chez les Indiens d'Amérique. Leur langage, mais aussi leur coiffure. La plupart des spécialistes dans ce domaine rejettent cette hypothèse. Jenny Purtle s'explique mal, par exemple, pourquoi la documentation chinoise ne fait aucunement état de la soi-disant découverte de Chang He. Les Chinois avaient l'habitude de tout documenter, non seulement par écrit, mais également en images. S'ils avaient effectivement atteint l'Amérique du Nord, nous devrions avoir des traces écrites. Si les Chinois de l'ère médiévale n'ont pas laissé ces étonnantes ancres de pierre près des côtes californiennes, alors qui l'a fait? Une nouvelle pierre, similaire à celle de Bob Meistrel et datée scientifiquement, suggère que la réponse à cette question pourrait être encore plus incroyable que toutes les théories avancées à ce jour.
Une encre de pierre avec un trou au milieu a été remontée des profondeurs près de San Diego. Il y avait dessus des nodules de magnésium. Et en datant ces nodules, on s'est rendu compte qu'ils ont commencé à se former il y a 4000 ans. Les implications sont énormes. Une civilisation ancienne aurait-elle atteint la côte ouest américaine il y a 4000 ans? Les Européens ne connaissaient même pas l'existence du Pacifique. C'est pour ça que je suis sûr que ces pierres viennent d'Asie et plus précisément de Chine. On a découvert ces pierres et on veut savoir d'où elles viennent. Et j'ai toujours été très curieux et j'aimerais connaître la vérité avant de passer l'arme à gauche. C'est que le temps presse. L'origine de ces énormes pierres sous-marines demeure un mystère. S'agit-il d'encre abandonnée? Appartenait-elle à des pêcheurs du 19e siècle? Un amiral de la Chine médiévale a-t-il foulé le sol américain plusieurs générations avant les Européens? Ou bien ce continent a-t-il été découvert encore plus tôt, quelques millénaires avant ce que nous enseignent les livres d'histoire? Alors, bizarre ou pas? Une transplantation d'organes va changer à jamais la vie d'un homme, mais d'une façon pour le moins inattendue. J'étais sous le choc. Tel le célèbre Dr Jekyll et Mr Hyde, ce greffé cardiaque va subir un changement de personnalité radical. Beaucoup de détails apparemment insignifiants restent inexpliqués. Les scientifiques sont perplexes. Peut-on réellement transplanter la personnalité, voire même les souvenirs d'un donneur en même temps que son organe? Le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde, dans lequel un homme subit une transformation radicale, relève-t-il uniquement de la science-fiction? Est-il scientifiquement possible de prendre la personnalité et même la mémoire de quelqu'un d'autre? J'étais un amoureux du travail et j'aurais vendu mon âme pour un billet vert. J'étais un homme d'affaires grassouillet et je ne prenais pas soin de moi. Bill Wall était obsédé par l'argent. Mais en 1999, il est victime d'une grave crise cardiaque qui va changer sa vie à jamais. Les médecins m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un cas comme le mien. Bill a besoin d'un nouveau cœur. Le 22 février 2000, un organe compatible est disponible. Le donneur est un cascadeur hollywoodien, Brady Michaels. Un homme sportif et passionné qui a perdu la vie dans un accident tragique en faisant le métier qu'il aimait. La mort de Brady va sauver la vie de Bill Wall. Quand je me suis réveillé, j'avais mal partout. Mais j'étais heureux d'avoir un nouveau cœur. J'avais un sourire jusqu'aux oreilles. J'étais très reconnaissant, car après un séjour à l'hôpital, on apprécie la chance qu'on a et on apprend ce qu'est l'amour, la patience, la tolérance et la compréhension. Il y a tant de gens en colère dans le monde. Mais après son intervention, Bill adopte de nouvelles habitudes plutôt étranges. Avant, quand j'allais au travail le matin, j'écoutais toujours du rock classique, comme Led Zeppelin par exemple. Mais ce matin-là, j'ai remarqué pour la première fois quelque chose de différent. J'ai zappé sur une station de jazz qui diffusait le titre Kiss of Life de Sade. Et là, j'ai littéralement fondu en larmes. Pourtant, je ne suis pas du genre à pleurer facilement d'habitude. Il m'en faut beaucoup plus que ça. Mais là, j'étais dans tous mes états. Bill apprend par la suite que le donneur, Brady Michaels, était un amateur de jazz. Mais selon Bill, la transplantation n'a pas seulement changé ses goûts musicaux, elle a aussi enrichi son vocabulaire. C'est assez amusant. Disons que le jargon des surfeurs ne vient pas naturellement dans la bouche d'un homme d'affaires. Les PDG et les grands businessmen de ce monde ne parlent pas trop ce langage. Ils y sont plutôt réfractaires. Il adopte également une alimentation saine, calquée sur les habitudes de son donneur. C'était un obsédé de la santé et il adorait les salades.
Avant, si je n'avais pas de frites, un steak ou une bonne queue de homard à me mettre sous la dent, j'étais frustré. Maintenant, j'en mange de temps en temps, mais je raffole aussi des salades. Plus étonnant encore, le nouveau cœur de Bill transforme le pantouflard bedonnant qu'il était en mordu de l'activité physique, exactement comme Brady Michaels. Bill croit qu'en recevant le cœur de Brady, il a aussi hérité de certains de ses traits de personnalité. J'ai la chance de pouvoir vivre grâce à une partie de son corps, mais également d'avoir hérité de certains traits de sa personnalité et de sa philosophie, qui font aujourd'hui partie intégrante de mon quotidien. L'histoire étonnante de Bill Wall soulève de formidables questions. Nos organes emmagasinent-ils l'essence même de notre être? Un receveur d'organes peut-il assimiler la personnalité d'un donneur pourtant décédé? C'est ce que pense le professeur de psychologie Gary Schwartz. Si les tissus peuvent stocker de l'information et de l'énergie, alors une transplantation consiste non seulement en un transfert de matière, mais également en un transfert de mémoire. Gary Schwartz étudie le transfert de mémoire depuis 30 ans et a recensé près de 70 cas de transplantation similaires. J'ai vu trop de cas de parallèles évidents entre le donneur et le receveur pour mettre en doute ce genre de phénomène. Je pense que cela peut s'expliquer de diverses manières, et notamment par le principe universel de rétroaction, qui concerne tous les systèmes de notre organisme à tous les niveaux. En 1988, Claire Sylvia a reçu le cœur et les poumons d'un jeune homme victime d'un accident de moto. Après l'intervention, elle s'est mise à développer un goût prononcé pour la bière, les poivrons verts et les nuggets de poulet, des aliments qu'elle ne mangeait jamais avant. Les parents du donneur lui ont alors appris que leur fils adorait la bière et les poivrons verts et que le soir de l'accident, il conduisait sa moto avec une boîte de nuggets de poulet dans la poche. Certains exemples comparables à celui de Bill vont bien au-delà du simple changement de mode de vie qu'opèrent certaines personnes à la suite d'une transplantation cardiaque. Ces changements de personnalité seraient-ils liés au fait d'avoir frôlé la mort ou bien aux effets secondaires des puissants médicaments anti-rejet administrés après une transplantation? La plupart des gens tentent d'expliquer ce phénomène par les effets secondaires des médicaments, le stress post-opératoire ou les changements dans le mode de vie. Les greffés prennent des médicaments afin d'affaiblir le système immunitaire qui aurait tendance à combattre le nouvel organe. Mais ces immunosuppresseurs ont des effets secondaires et toxiques. Les stéroïdes peuvent augmenter le niveau de stress et parfois modifier les préférences alimentaires. Mais ces changements n'ont aucun rapport avec les préférences et la personnalité du donneur. Pour qu'une telle transformation se produise, il doit y avoir une forme d'échange étrangère aux médicaments. Ces derniers favorisent peut-être cet échange, mais ils n'en sont pas la cause. Les ressemblances ne peuvent s'expliquer que par une forme d'échange de mémoire ou d'information. Je ne crois pas que les médicaments anti-rejet, aussi puissants soient-ils, expliquent ce type de transfert d'informations. Ça relève soit du hasard, soit d'une forme de mécanisme de transfert du donneur au receveur. Il semble donc que les médicaments anti-rejet n'y soient pour rien. Selon le docteur Stuart Hamroff, il s'agirait d'un phénomène autrement plus étrange. Le cœur humain stockerait nos souvenirs. Bill Wall a subi une transformation, semble-t-il, extraordinaire. Grâce au cœur qu'il a reçu, il aurait adopté non seulement la personnalité, mais également les goûts et certains souvenirs de son donneur, l'ancien cascadeur Brady Michaels. Ce scénario, digne d'un film de science-fiction, peut-il se réaliser? Le docteur Hamroff pense avoir un élément de réponse.
La mémoire concerne le cerveau, certes, mais aussi les muscles. Par exemple, quand on apprend à jouer au tennis, l'information est enregistrée dans les nerfs qui contrôlent les muscles. Or, le cœur est l'organe qui contient le plus de neurones après le cerveau. Les cellules qui contrôlent les battements du cœur et qui font en sorte que les muscles battent de façon synchrone forment un ensemble très complexe de neurones. Les neurones sont des cellules spécialisées qui transmettent l'information en envoyant des influx électriques et des signaux chimiques dans tout le système nerveux. C'est ce qui nous permet de bouger, de penser, d'apprendre et de sentir. La plupart des neuroscientifiques croient que la mémoire à long terme est uniquement conservée par les neurones du cerveau. Mais le docteur Hameroff a une autre théorie. Il pense que les neurones stockent l'information dans d'autres parties du corps grâce à des structures cellulaires appelées microtubules. Les microtubules semblent être dotés d'une forme de mémoire, car les pertes de mémoire liées à la maladie d'Alzheimer sont causées par la détérioration des microtubules du cerveau. Nous pouvons donc imaginer que cette mémoire serait emmagasinée dans les parties du corps riches en neurones et en microtubules. Autrement dit, le cerveau est le nœud auriculo-ventriculaire du cœur. Si le docteur Hameroff dit vrai, les souvenirs sont enregistrés dans des microtubules du cerveau, du cœur et de la moelle épinière, et partout ailleurs où se trouvent des neurones. Ce qui expliquerait pourquoi Bill Hall a reçu non seulement le cœur, mais aussi certains souvenirs de son donneur. Le docteur Hameroff est arrivé à cette conclusion en étudiant les neurones dans les cas d'anesthésie et en élargissant ses conclusions à d'autres organes, plus précisément au cœur. Il a mis le doigt sur un phénomène très particulier, où la composante d'une cellule pourrait avoir une mémoire, ce qui est très possible à mon avis. J'ajouterais juste que ce processus d'apprentissage des microtubules est peut-être lié au phénomène de rétroaction. Le docteur Schwartz va encore plus loin. Il croit que toutes les cellules de notre corps, pas seulement les neurones, ont une mémoire. Un phénomène dit de rétroaction. La rétroaction est à la base de l'apprentissage et de la mémoire. Le même phénomène se produit à tous les niveaux. C'est ce qui permet aux neurones de communiquer entre eux. Mais ce même phénomène de rétroaction entre les neurones se produit aussi entre les cellules nerveuses et dans l'ensemble du réseau cellulaire qui relie le cœur, les poumons et tous les autres organes. Selon Gary Schwartz, des groupes de cellules s'envoient des informations, une boucle constante qui leur permet d'acquérir de la mémoire. L'autre caractéristique de ces boucles de rétroaction est la récurrence. La mémoire est renforcée chaque fois que le processus se répète. On peut donc imaginer que les goûts alimentaires ou musicaux d'une personne, ainsi que ses sentiments affectifs ou émotionnels forts, comme ses passions par exemple, seront conservés dans son cœur autant que dans son cerveau. Toutes nos cellules auraient-elles une forme de mémoire? C'est du moins ce que croit et tente de prouver le professeur Schwartz. On croit que les muscles agissent uniquement en fonction du cerveau. Mais ils ont aussi le potentiel de mémoriser l'information grâce au phénomène de rétroaction de la mémoire ergonomique et musculaire. Voyons comment cela se transpose concrètement. Allons-y. Grâce à la rétroaction, un sportif peut entraîner ses muscles à tirer des ballons dans le panier, afin qu'ils reproduisent le même geste, même quand il a les yeux bandés. Selon le professeur Schwartz, la mémoire n'est pas le propre de certains organes comme le cœur. Il pense que toutes les cellules de notre corps peuvent stocker de l'information. Puisque les boucles de rétroaction agissent dans toutes les parties du corps, l'information est donc stockée en théorie à divers degrés dans tout l'organisme. Je ne parle pas de la mémoire des neurones du cerveau ou du cœur.
ni même de la mémoire cellulaire en soi, mais bien de la rétroaction entre toutes les cellules qui stockent l'information grâce à ce processus d'apprentissage en boucle. Quoique purement théorique, cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi certains greffés ont l'impression d'avoir acquis la mémoire, les goûts et les comportements de leur donneur en plus de leur organe. Le fait d'avoir eu une greffe et une deuxième chance a très certainement changé mon mode de vie. Mais certains traits de personnalité de mon donneur font aujourd'hui partie de moi. Je crois que sa mémoire cellulaire a littéralement changé ma vie. Elle a fait de moi une meilleure personne. Je suis plus heureux que jamais et maintenant, c'est à moi d'aider les autres et de changer les choses. La plupart des neuroscientifiques doutent encore de l'existence de la mémoire cellulaire. Bill, lui, est persuadé que la mémoire, tout comme les organes, peut être transplantée. Alors selon vous, bizarre ou pas ? La foudre, une force de la nature qui tue près de 60 Américains chaque année et en blesse des centaines d'autres. Selon les régions du globe, les chances d'être foudroyé sont estimées à 1 sur 500 000 en moyenne. Mais dans l'Oklahoma, une histoire apparemment impossible remet en question ces statistiques. Carl semble être un bon conducteur électrique. Certaines personnes sont-elles plus exposées que d'autres ? À 46 ans, Carl Mize pourrait bien être l'homme le plus malchanceux de l'histoire. Cet habitant de l'Oklahoma a été plusieurs fois frappé par la foudre. La première, c'était en 1978. L'orage grondait, il y avait du tonnerre et des éclairs. Alors j'ai couru vers mon camion et quand j'ai touché la poignée, la foudre est tombée. J'ai été projeté vers l'arrière. Quelques années plus tard, la foudre le frappe encore. L'éclair s'est abattu sur le transformateur au-dessus de nous. Ça m'a complètement assommé. J'ai eu l'impression qu'on m'avait frappé avec une batte de baseball. En 1996, Carl observe une tornade d'une distance qu'il juge raisonnable. J'étais à l'abri sous un arbre quand tout à coup, la foudre lui est tombée dessus. J'ai été propulsé contre la maison. Carl subit de nouveau le même sort en 1999, puis en 2005. Un an plus tard, il fait son entrée dans le livre des records. Il est le seul être humain à avoir survécu à 6 coups de foudre. Je me souviens juste d'avoir vu un grand flash accompagné d'un bruit sourd. Je me suis réveillé, étendu à plat ventre. Comme je bricolais un fil électrique, j'ai été brûlé à la poitrine sur le côté gauche. Un homme frappé par la foudre 6 fois en 30 ans. Voilà une situation qui dépasse l'entendement. Le mathématicien Jeffrey Rosenthal a calculé les chances qu'avait Carl Mize d'être ainsi poursuivi par le mauvais sort. Être frappé par la foudre 6 fois en 30 ans, c'est extrêmement improbable. C'est environ une chance sur 1 milliard de milliards de milliards, en admettant qu'on court tous le même risque sur une période de 30 ans. Cela signifierait-il que Carl Mize est tout simplement extraordinairement malchanceux? Ou chanceux? Après tout, malgré 6 attaques en 30 ans, il est toujours en vie. Je commence à penser que si ça se reproduit, je pourrais en mourir. Mais pourquoi la foudre s'acharne-t-elle ainsi sur lui? Selon le professeur Rosenthal, la région où habite Carl pourrait y être pour quelque chose. L'Oklahoma se trouve au centre du couloir des tornades des États-Unis. Chaque année, cette région est frappée par environ 1 million d'éclairs. Oh, la vache! En Californie, par exemple, le ratio est d'environ 0,02. Vous avez donc 34 fois plus de chances d'être frappé par la foudre si vous habitez dans l'Oklahoma que si vous vivez en Californie.
Selon le professeur Rosenthal, Karl a également plus de chances d'être frappé par la foudre en raison d'un autre facteur important. Il vit dans une ferme et son métier d'agent de maintenance l'oblige à travailler régulièrement dehors. Dans ces conditions, le risque d'être foudroyé grimpe d'environ une chance sur 1800. Tous ces facteurs combinés, y compris son mode de vie et son lieu de résidence, font que Karl court beaucoup plus de risques que la moyenne. Mais les lois de la probabilité suffisent-elles à expliquer pourquoi il a été frappé 6 fois? La nature particulière des éclairs pourrait-elle jouer un rôle? Ou bien Karl aurait-il quelque chose de spécial qui pousse les forces naturelles à se déchaîner sur lui? Aussi incroyable que cela puisse paraître, Karl Mayes a été frappé par la foudre à 6 reprises. Comment l'expliquer? La clé de cette énigme réside-t-elle dans une meilleure connaissance de ce phénomène naturel aussi violent que dangereux? Énormes décharges électriques entre les nuages et le sol, les éclairs sont la version exponentielle des chocs électrostatiques qui circulent parfois dans les poignées de porte. Chaque coup de foudre dégage autant d'énergie qu'une tonne de TNT. Même quand il ne frappe pas directement quelqu'un, les éclairs se propagent par le sol et n'importe qui se trouvant à proximité peut être touché indirectement au contact d'un objet conducteur. La victime risque alors une brûlure au 3e degré, une rupture des tympans ou même la mort, causée par la défaillance du système nerveux et donc l'arrêt cardiaque. Spécialiste de la foudre, le chercheur Don McGorman pense que la nature indirecte des éclairs qui ont frappé Karl pourrait expliquer sa malchance. À chaque fois, il touchait un objet conducteur. C'est le contact avec des objets métalliques qui a provoqué ces blessures. Plus l'objet était long ou massif, plus le choc a été intense. Une fois, la foudre a frappé un poteau alors qu'il touchait un fil. Le courant est passé et il a été électrocuté. Une autre fois, il tenait un pied de biche. Même s'il n'a pas été directement touché, il a capté l'énergie électrique de l'éclair et a donc été gravement blessé. Le spécialiste en électricité Dave Stetzer veut tester une théorie des plus étranges. Karl aurait-il quelque chose de spécial qui attirerait la foudre davantage sur lui que sur quelqu'un d'autre? Le courant passe là où il y a le moins de résistance. C'est la loi d'Ohm. La résistance électrique se mesure en ohms. Imaginons 2 personnes qui se trouvent sur un terrain de golf en plein orage. La première a une résistance de 200 ohms et l'autre de 500 ohms. En cas d'éclair, celle dont la résistance est la plus faible absorbera une plus grande décharge que l'autre personne. En résumé, moins on est résistant, plus on constitue un bon conducteur. La résistance électrique n'est pas la même chez tout le monde. Les scientifiques pensent que le pourcentage de tissu adipeux et la sueur entrent en ligne de compte. L'expérience de Dave va déterminer si Karl a moins de résistance que la moyenne et si cela peut expliquer que la foudre le prenne pour cible. On va vous brancher et mesurer la différence de potentiel entre ici et là. Plus l'écart est grand, plus vous êtes conducteur. David Stetzer va d'abord tester Luke et Wayne, les amis de Karl. 2,3 volts. Et là, 2,4. Presque 4 volts. C'est maintenant au tour de Karl. La tension a chuté à 1,9 volts. Étonnamment, le test révèle que Karl est effectivement plus conducteur que la normale. Mais Don McGorman, grand spécialiste mondial de la foudre, reste perplexe face à ces résultats. Le fait d'être légèrement plus conducteur n'a rien à voir avec l'endroit où la foudre tombe. Car l'éclair naît à des kilomètres d'altitude et se fraye un chemin jusqu'au sol. La question de savoir où il va tomber précisément relève de la probabilité. Les propriétés d'une personne en particulier n'influent pas sur ce genre de phénomène. Il semble que les mésaventures répétées de Karl soient imputables à une combinaison de plusieurs facteurs.
son lieu de résidence, ses activités extérieures, la proximité de matériaux conducteurs et la malchance pure et simple. Mais comment a-t-il pu s'en sortir pratiquement indemne? Le mathématicien Jeffrey Rosenthal pense qu'il y a une explication logique à ce mystère. Je dirais qu'on a un peu plus d'une chance sur deux de survivre, même en étant frappé 6 fois. En comparaison, si on tire à pile ou face, on a une chance sur 2 de tomber sur face. Les chances d'obtenir face 6 fois de suite sont donc de 1 sur 64, soit environ 1,5%. On est donc plus susceptible de tomber sur face 6 fois de suite que de survivre à 6 coups de foudre. Karl Mayes peut être considéré soit comme l'homme le plus chanceux du monde, soit comme le plus malchanceux. Il n'en demeure pas moins qu'il a survécu à 6 coups de foudre. Alors, d'après vous, est-ce bizarre ou pas? Parmi tous les différents organismes vivants sur cette planète, le bon sens voudrait que l'être humain soit le plus évolué. Il est capable de penser, de raisonner et d'éprouver des émotions. Mais de nouvelles données montrent que les plantes seraient, elles aussi, dotées de ces qualités. Plus étrange encore, elles auraient la capacité de perception extrasensorielle. Mais pour en avoir le cœur net, des chercheurs vont tester une expérience incroyable. L'histoire commence en Italie, où Carlo Cignozzi exploite un vignoble d'environ 10 hectares dans les collines de la Toscane. Amateur de musique, Carlo est connu pour motiver ses vendangeurs avec son accordéon. En 2002, Carlo fait une découverte extraordinaire. Pour éloigner de façon écologique les nuisibles, il place des haut-parleurs dans ses vignes et diffuse de la musique classique jour et nuit. Sa stratégie fonctionne. Mais ce n'est pas tout. Un autre phénomène étrange se produit. Les grappes situées près des haut-parleurs sont 2 fois plus grosses que les autres. Elles mûrissent plus rapidement et poussent même en direction de la source sonore. C'est formidable, absolument incroyable. Les branches sont 4 fois plus grandes et les feuilles 2 fois plus grosses. Le son agit comme la lumière. Les plantes sont-elles pourvues d'une forme d'intelligence dont la science ignore encore tout? Le botaniste Jaideep Mathur pense être en mesure d'expliquer la réaction des raisins face à la musique. Tout est une question de vibration. Les plantes sont capables d'exprimer des sensations primaires en captant l'activité de leur entourage et en libérant des impulsions électriques. Peut-être que la musique classique émet certaines tonalités, certains timbres et des vibrations précises auxquelles les plantes sont plus sensibles. Les ondes sonores sont des vibrations de diverses fréquences. Les plantes ressentent les vibrations causées par la musique grâce à leurs feuilles ou par le sol. Des recherches montrent que les plantes réagiraient à la musique en stimulant les gènes responsables de la croissance. Suzanne Dudley, écologiste de l'évolution des plantes, a une autre théorie pour expliquer le développement spectaculaire des vignes de Carlo. Elle pense que le lien de parenté entre les plants y est pour quelque chose. Toutes les plantes ont des parents. Si les vignes de la Toscane se portent bien, c'est à mon avis parce qu'elles poussent près de leurs semblables. Certaines plantes se portent mieux quand elles sont entourées de proches parents. Pour produire un raisin constant, de nombreux viticulteurs utilisent le greffage afin de multiplier les vignes en bonne santé. La plupart des vignes d'un même vignoble ont donc les mêmes caractéristiques génétiques. Je voulais savoir si les plantes peuvent reconnaître des parents et se comporter de façon différente en leur présence.
Et nous avons découvert qu'elles réagissent effectivement différemment dans un liquide qui a déjà accueilli des plantes parentes. Les plantes se disputent des ressources limitées comme le soleil, les nutriments et l'eau. Les recherches de Suzanne Dudley montrent que les plantes, entourées de leurs semblables, coopèrent pour assurer leur survie et leur bien-être. Les viticulteurs plantent généralement le même type de vigne. Si elles étaient différentes, elles se disputeraient les ressources. Mais comme elles ne sont pas en concurrence, elles se les partagent. Cette théorie suffit-elle à expliquer le mystère du vignoble italien? Les liens de parenté favorisent peut-être la croissance, mais on ne sait toujours pas pourquoi les vignes poussent mieux à proximité des haut-parleurs. L'explication serait-elle digne des plus grands ouvrages de science-fiction? Est-ce que, comme le soutiennent de nombreux chercheurs, les vignes et autres plantes sont capables de réactions conscientes? Je pense que les plantes ont des ressentis. Mais on ne sait pas encore si elles peuvent percevoir nos intentions ou celles d'autres animaux. Jaideep Mathur et son assistant Zach veulent tester cette théorie. Ils vont relier cette plante à un polygraphe, autrement dit un détecteur de mensonges. Les capteurs enregistreront les changements dans l'activité électrique de la plante pour voir comment elle réagit à différents stimuli. Des variations significatives pourraient indiquer que la plante peut lire dans nos pensées. J'ai vraiment hâte de connaître les résultats de cette expérience. La première expérience consiste à vérifier une croyance très répandue chez les jardiniers, selon laquelle les plantes réagissent au toucher. Je caresse délicatement les feuilles et les tiges. Rien. Désolé, Zach. Mais aucune réponse. Ils vont maintenant s'attaquer à une hypothèse encore inexplorée. Des pensées menaçantes. En agissant de façon menaçante, ils vont tenter de savoir si les plantes ont des capacités extrasensorielles. Toujours rien. Mais toujours pas de réaction. C'est tout ce que j'ai. Ça ne lui a rien fait, hein? Faute de résultats probants, Jaideep et Zach décident de monter d'un cran l'intensité de leur expérience. Ils vont menacer la plante avec une arme. Réaction. Juste avant que tu la coupes, elle a eu un soubresaut. C'est vraiment intéressant, car le niveau était très bas. Il est monté en flèche, est redescendu, est remonté de nouveau, puis s'est stabilisé à un autre niveau. L'intensité a augmenté juste avant que tu la coupes. Étonnamment, un changement survient dans l'activité de la plante juste avant qu'elle ne soit coupée. Cette réaction physiologique peut-elle signifier que la plante a senti une menace, qu'elle a lu dans les pensées de Zach? La plante a réagi exactement au moment où tu as approché les ciseaux avec l'intention claire de la couper, du moins en pensée, sans le mentionner à haute voix. Je crois qu'on est sur une piste très intéressante. Scientifiquement parlant, on ne peut pas interpréter ce résultat à moins de répéter l'expérience plusieurs fois. Il n'en demeure pas moins que c'est une réaction étonnante. Je ne m'y attendais pas du tout. Bien que peu concluante, cette expérience a surpris nos scientifiques. Pourra-t-on prouver un jour que les plantes ont une forme d'intelligence ou de capacité extrasensorielle? Si tel était le cas, cela changerait radicalement notre relation avec l'espèce végétale. Alors, bizarre ou pas?
Nous avons envie de croire qu'il y a une raison à tout. Que tout ce qui nous entoure peut être expliqué, y compris les phénomènes les plus étranges et les plus surprenants. Mais certaines choses dépassent pourtant notre entendement. Au-delà de l'océan Pacifique, une mystérieuse découverte menace de changer tout ce que nous croyons savoir de l'histoire de l'Amérique. Les explorateurs chinois ont-ils atteint les côtes américaines bien avant Christophe Colomb? Suite à une transplantation cardiaque, un homme subit une fascinante transformation et adopte la personnalité de son donneur. Serait-ce la version moderne de Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Un homme défie les éléments de la nature. Frappé 6 fois par la foudre, il est encore en vie. S'agit-il d'un paratonnerre humain? Les plantes possèdent-elles d'étranges pouvoirs leur permettant de lire dans nos pensées? Sont-elles des êtres sensibles avec des intentions maléfiques? La logique de la science et la persévérance des chercheurs nous permettront-elles de percer ces mystères? Ou bien sommes-nous condamnés à nous poser la question: est-ce bizarre ou pas? Qui a découvert ce que sont aujourd'hui les États-Unis? La plupart des gens répondraient Christophe Colomb. Mais peut-on imaginer que quelqu'un d'autre l'ait devancé de plusieurs siècles? Ils avaient des bateaux bien plus gros que ceux de Christophe Colomb. De mystérieuses pierres taillées découvertes au large des côtes californiennes pourraient remettre l'histoire en question. Je n'avais jamais rien vu de tel. Et si ces pierres prouvaient que les Chinois ont battu Christophe Colomb dans la course au Nouveau Monde? Bob Maestrel plongeait au large de Palos Verdes, au sud de la Californie, quand il a fait une étrange découverte. J'adore plonger. C'est chaque fois l'aventure. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Je ramassais des coquillages pour un vieil ami collectionneur quand je suis tombé sur 2 grosses boules avec un trou au centre. Qui a bien pu faire ce trou? Je n'avais jamais rien vu de tel. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Personne ne le savait vraiment. Les pierres ne ressemblent en rien aux objets naturels que Bob a déjà vus. Croyant qu'elles sont d'origine humaine, il les photographie et envoie les clichés à des spécialistes en archéologie sous-marine. Selon eux, il s'agirait d'une encre de bateau. En effet, les pierres ont fait office d'encre pendant plus de 4000 ans. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains de l'Antiquité utilisaient tous des pierres creuses ou trouées pour immobiliser leurs navires. Ces encres de pierre ont été remplacées avec l'avènement du fer et de l'acier, et les Européens qui ont atteint la côte californienne en 1542 utilisaient sans doute déjà du métal. Alors, d'où peuvent bien venir ces encres de pierre? Je m'intéresse aux pierres de Palos Verdes depuis, je dirais, une 40aine d'années. Larry Pearson est un spécialiste en archéologie sous-marine. La forme des encres de pierre, trouvées au large de Palos Verdes, s'apparente aux encres traditionnelles qui ont été utilisées pendant très longtemps en Chine. Les Chinois sont passés des encres de pierre aux encres de métal il y a environ 600 ans. Si les encres de Bob remontent à aussi loin, elles pourraient nous amener à revoir toute l'histoire américaine. Elles indiqueraient que les Chinois étaient en avance de plus d'1 siècle sur Christophe Colomb. Une théorie contestée. Il y a quelque chose d'absolument fantastique à propos de ces encres. Mais contrairement à certains, je ne crois pas au conte de fées. Larry Pearson a une autre théorie moins fantaisiste. Il pense que ces pierres viennent de l'ère moderne. La théorie la plus plausible pour expliquer la présence de ces pierres à cet endroit précis est celle des bateaux de pêche chinois du 19e siècle. Selon Larry, des pêcheurs modernes utilisaient encore la pierre, moins chère et plus disponible.
Au 19e siècle, les pêcheurs chinois de Californie utilisaient des ancres de pierre, comme c'était le cas partout en Chine depuis des milliers d'années. Mais Bob Meistrel n'est pas convaincu par cette théorie. Certaines ancres, toujours tapies dans les profondeurs, pèseraient plus d'1 tonne. Un poids que les bateaux de pêcheurs immigrants n'auraient pas pu supporter. Certaines qui sont encore au fond doivent peser dans les 1500 kilos et d'autres, encore plus imposantes, à 18 mètres de profondeur, doivent faire plus de 2 tonnes. Pour le prouver, il envoie des plongeurs chercher l'une de ces pierres géantes. Bob et son équipe remontent une énorme ancre de pierre de près de 500 kilos. Un petit bateau de pêche du 19e siècle aurait-il pu transporter une ancre aussi lourde? L'historien amateur Xiu Longli étudie les pierres depuis des années. Il a une explication encore plus incroyable. Selon lui, il s'agirait de l'ancre d'une flotte du 15e siècle, commandée par l'explorateur chinois Zhang He. Vous savez, les Chinois de l'époque de Zhang He en savaient plus sur le monde que tous les cartographes européens réunis. La flotte de Zhang He s'est rendue en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est. Certains pensent même qu'elle aurait atteint l'Atlantique en passant par la pointe sud de l'Afrique. Mais M. Li pense que Zhang He est allé encore plus loin. Zhang He a quitté la Chine vers l'ouest pour traverser l'océan Indien, l'Atlantique, puis le Pacifique avant de rentrer chez lui. Monsieur Li croit que les Chinois ont atteint les Carolines et ont établi un contact avec la population locale. Si cette hypothèse controversée est vraie, cela voudrait dire que les Chinois ont découvert l'Amérique avant les Espagnols et Christophe Colomb. Ces théories sont appuyées par un élément. Une carte qui aurait été tracée par Zhang He au XVe siècle et qui contiendrait des descriptions détaillées des Indiens d'Amérique. Devons-nous réécrire l'histoire de l'Amérique? Pas selon l'historienne Jennifer Purtle. Les marins chinois n'avaient pas d'expérience de navigation en mer. Madame Purtle ne croit pas que les Chinois aient pu parcourir les océans au XVe siècle. Les Chinois avaient l'habitude de naviguer d'un point de repère côtier à un autre et ils ne savaient pas comment négocier les courants et les vents. Je vois donc mal comment, avec aussi peu d'expérience du large, ils auraient pu réussir une telle traversée. Selon M. Li, d'autres éléments prouvent que Zhang He aurait traversé l'Atlantique. Notamment un mystérieux médaillon de laiton découvert en Caroline du Nord, près de la route que les Chinois auraient empruntée. Ce médaillon de laiton est l'un des principaux éléments de preuve. L'inscription gravée dessus a tout de suite attiré mon attention. C'est indiqué « Le grand Ming Shang II », autrement dit, l'empereur qui commandait l'amiral Zhang He. Personne ne connaît l'âge exact de ce médaillon ni son origine. Mais selon M. Li, le contact avec la culture et la technologie chinoise aurait laissé d'autres traces visibles chez les Indiens d'Amérique. Leur langage, mais aussi leur coiffure. La plupart des spécialistes dans ce domaine rejettent cette hypothèse. Jenny Purtle s'explique mal, par exemple, pourquoi la documentation chinoise ne fait aucunement état de la soi-disant découverte de Zhang He. Les Chinois avaient l'habitude de tout documenter, non seulement par écrit, mais également en images. S'ils avaient effectivement atteint l'Amérique du Nord, nous devrions avoir des traces écrites. Si les Chinois de l'ère médiévale n'ont pas laissé ces étonnantes ancres de pierre près des côtes californiennes, alors qui l'a fait? Une nouvelle pierre, similaire à celle de Bob Meistrel et datée scientifiquement, suggère que la réponse à cette question pourrait être encore plus incroyable que toutes les théories avancées à ce jour.
Une encre de pierre avec un trou au milieu a été remontée des profondeurs près de San Diego. Il y avait dessus des nodules de magnésium. Et en datant ces nodules, on s'est rendu compte qu'ils ont commencé à se former il y a 4000 ans. Les implications sont énormes. Une civilisation ancienne aurait-elle atteint la côte ouest américaine il y a 4000 ans? Les Européens ne connaissaient même pas l'existence du Pacifique. C'est pour ça que je suis sûr que ces pierres viennent d'Asie et plus précisément de Chine. On a découvert ces pierres et on veut savoir d'où elles viennent. Et j'ai toujours été très curieux et j'aimerais connaître la vérité avant de passer l'arme à gauche. C'est que le temps presse. L'origine de ces énormes pierres sous-marines demeure un mystère. S'agit-il d'encre abandonnée? Appartenait-elle à des pêcheurs du 19e siècle? Un amiral de la Chine médiévale a-t-il foulé le sol américain plusieurs générations avant les Européens? Ou bien ce continent a-t-il été découvert encore plus tôt, quelques millénaires avant ce que nous enseignent les livres d'histoire? Alors, bizarre ou pas? Une transplantation d'organes va changer à jamais la vie d'un homme, mais d'une façon pour le moins inattendue. J'étais sous le choc. Tel le célèbre Dr Jekyll et Mr Hyde, ce greffé cardiaque va subir un changement de personnalité radical. Beaucoup de détails apparemment insignifiants restent inexpliqués. Les scientifiques sont perplexes. Peut-on réellement transplanter la personnalité, voire même les souvenirs d'un donneur en même temps que son organe? Le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde, dans lequel un homme subit une transformation radicale, relève-t-il uniquement de la science-fiction? Est-il scientifiquement possible de prendre la personnalité et même la mémoire de quelqu'un d'autre? J'étais un amoureux du travail et j'aurais vendu mon âme pour un billet vert. J'étais un homme d'affaires grassouillet et je ne prenais pas soin de moi. Bill Wall était obsédé par l'argent. Mais en 1999, il est victime d'une grave crise cardiaque qui va changer sa vie à jamais. Les médecins m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un cas comme le mien. Bill a besoin d'un nouveau cœur. Le 22 février 2000, un organe compatible est disponible. Le donneur est un cascadeur hollywoodien, Brady Michaels. Un homme sportif et passionné qui a perdu la vie dans un accident tragique en faisant le métier qu'il aimait. La mort de Brady va sauver la vie de Bill Wall. Quand je me suis réveillé, j'avais mal partout. Mais j'étais heureux d'avoir un nouveau cœur. J'avais un sourire jusqu'aux oreilles. J'étais très reconnaissant, car